Chers internautes, bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi pour InfoNews Hebdo. Pour cette revue hebdomadaire, nous recevons, comme d'habitude, Guy Hervier, rédacteur en chef d'Informatique News. Guy, bonjour. Bonjour Thomas. Alors je vous propose, Guy, de commencer cette revue hebdomadaire par le travail en commun mené par Google et Microsoft pour débugger les navigateurs. Oui, alors effectivement, le problème des navigateurs, il est pas nouveau, hein. En fait, c'est un vrai casse-tête pour les développeurs parce que quand ils développent des applications de front office, ils sont obligés de vérifier que tout est conforme sur alors l'Internet Explorer, donc maintenant c'est Edge, sur Chrome, sur Firefox, Mozilla, etc. Et donc c'est un véritable casse-tête et à tel point que en gros un sur deux est absolument pas satisfait de cette situation. Et donc c'est un groupe qui s'est constitué autour d'un projet. Alors dans ce groupe, vous avez cité, il y a Google, il y a Microsoft, il y a Mozilla, il y a Samsung et quelques autres. Ils se sont regroupés pour faire en sorte que les navigateurs convergent de manière beaucoup plus étroite et beaucoup plus conforme aux normes qui ont été édictées par le W3C. Donc en gros, c'est le HTML5 et puis les feuilles de style CSS. Et donc l'objectif, c'est qu'à terme, en supposant que cet effort soit concluant, à terme, vous allez développer une application et vous serez sûr que le rendu de votre application sur quel que soit le navigateur sera à peu près le même partout. Donc c'est quand même ça a l'air pas très important, mais finalement c'est beaucoup de temps perdu pour à chaque fois vérifier qu'une application sur divers navigateurs est bien conforme à ce qui était prévu. Et alors ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir l'évolution importante qu'il y a eu sur le marché. Alors c'est pas vraiment un marché, mais le marché des navigateurs, l'évolution qu'il y a eu en seulement une dizaine d'années. En 2010, c'était encore Internet Explorer qui était très très loin devant, qui avait plus de 60% de part de marché, devant Mozilla et Chrome. Et 10 ans plus tard, ça s'est quasiment inversé puisque Chrome est à près entre 60 et 70% de part de marché. Edge, enfin Microsoft, si on ajoute Edge et Internet Explorer, c'est un peu moins de 15. Et puis après, il y a Mozilla, Opera, et quelques autres. Donc il y a eu vraiment un renversement assez spectaculaire en assez peu de temps. Et d'ailleurs, Microsoft pour développer Edge, il s'est basé sur le Chrome de Google, enfin les technologies Chrome de Google pour redévelopper son propre navigateur. Alors qu'on se souvient, dans les années de 2005, vous vous souvenez des problèmes qu'il y avait eu au niveau de la Commission européenne, où en gros, d'ailleurs Microsoft a été sanctionné, hein, elle a subi une lourde amende parce que il mettait en avant son navigateur. Donc les choses ont quand même singulièrement évolué, et donc on peut espérer que ce regroupement soit bénéfique et concluant, parce que c'est pas le tout de constituer un groupe. Il faut absolument que le travail débouche sur quelque chose correspondant à ce qui était prévu au départ. On reste sur Microsoft, mais cette fois-ci plus précisément sur Teams, la solution de collaboration, qui va intégrer une fonctionnalité de retranscription en temps réel. Alors, on avait parlé il y a quelques semaines du fait que Microsoft annonçait du matériel autour de Teams, donc c'est un peu c'est des micros, des choses comme ça qui intégraient, enfin qui faisaient en sorte que le fonctionnement entre le logiciel et le matériel était mieux optimisé. Et là, effectivement, c'est une fonctionnalité nouvelle, bon, qui est évidemment basée sur de l'intelligence artificielle, qui permet à la fois donc dans Teams, de reconnaître l'interlocuteur, c'est-à-dire celui qui parle, et d'en faire la retranscription automatique. Ce qui fait que quand on a fini la réunion, au lieu d'avoir quelqu'un qui a pris des notes, alors ça n'empêche pas d'ailleurs de prendre des notes, mais au lieu d'avoir quelqu'un qui prend des notes et qui fait un compte-rendu, eh bien on a le compte-rendu tout fait. Alors évidemment, c'est le compte-rendu in extenso, donc après il est peut-être préférable d'en faire une synthèse, mais en tout cas, c'est une fonction qui est intéressante. Et alors,
le point qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, il y a une reconnaissance automatique du locuteur. Parce que bien souvent, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu des retranscriptions, mais il y a un passage et puis on met, on ne sait pas qui a parlé. Alors que là, alors évidemment, c'est peut-être pas du 100%, il y a peut-être des cas où ça marchera pas, mais et je pense que c'est ce genre de fonctionnalité qui est proposé, je dirais, pour enrichir des applications comme Teams, qui vont arriver au fur et à mesure et qui donnent l'impression d'être pas très importantes, mais qui finalement changent la vie de manière assez importante pour tout le monde, pour des réunions qui sont maintenant devenues totalement banalisées, notamment à cause du télétravail. Microsoft toujours, mais cette fois-ci avec Nutanix. Et les deux partenaires travaillent notamment sur l'un des sujets du moment, les conteneurs, et plus précisément sur Kubernetes. Alors, effectivement, c'est, je dirais, un partenariat entre les deux grands acteurs qui s'appelle Azure Arc Enable Kubernetes. Donc, c'est un nom un peu compliqué. Donc, en gros, l'idée, c'est que à partir d'une console Arc, donc c'est une console Microsoft, vous allez pouvoir gérer un environnement Azure sur le cloud de Microsoft et puis un environnement Kubernetes géré par Nutanix on-premise. En gros, c'est la possibilité de pouvoir faire du cloud hybride, géré depuis une seule console Arc de Microsoft, à partir de technologies Azure d'un côté et Nutanix de l'autre. Donc c'est un mouvement qui est engagé depuis très longtemps. Enfin depuis très longtemps, depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc au départ, VMware était très en pointe avec vSphere 7 et puis Tanzu, qui essaye de faire le lien entre les containers et puis la virtualisation. Mais il y a tous les autres acteurs ont fait pareil. Google a fait pareil avec Anthos. AWS a fait pareil, donc avec Outpost. Donc l'idée c'est bien d'avoir en gros une architecture homogène entre le cloud et puis le on-premise, de telle sorte que on puisse naviguer de l'un à l'autre. Donc là, ça passe par le partenariat entre, je dirais, deux grands acteurs, mais c'est une tendance qui est là depuis un certain temps et qui va se prolonger et qui montre que dans le domaine des containers, Kubernetes est vraiment le standard de facto qui s'est imposé. Alors on va regarder maintenant plutôt du côté des spécialistes du data center et regarder effectivement Equinix qui lui aussi a lancé un nouveau service. Alors c'est un service qui peut paraître comment dire très spécialisé pour des cas très très particuliers. Donc c'est un service qui s'appelle Precision Time. Donc le nom est assez explicite. En fait, l'idée c'est d'offrir une SLA, donc un service garanti de temps de latence inférieur à 50 microsecondes. Alors comme ça peut paraître un peu ésotérique, mais on sait bien que le temps de latence, c'est pour certaines applications, c'est très important. Et donc Equinix propose ce service. Alors, quelles sont les applications qui sont concernées je dirais que dans le domaine de la finance, on a tout ce qui est comment dire, la cotation, les investissements haute fréquence. Donc ça, on ne sait pas très bien si c'est important ou pas, mais en tout cas pour les acteurs qui en font, ça l'est. Dans la télémédecine, évidemment, c'est absolument indispensable. Dans certaines applications bancaires aussi. Dans le jeu temps réel, c'est important aussi. Quand on joue à plusieurs, il faut que la synchronisation soit bonne. Dans le domaine des médias, la synchronisation et le temps de latence très faible pour faire la synchronisation entre l'image, enfin la vidéo et le son. Donc tout ça sont des applications, je dirais, qui nécessitent un temps de latence très faible. Et donc Equinix propose ce nouveau service, sachant qu'on en a parlé beaucoup de ce temps de latence avec la 5G, parce qu'elle aussi, dans le domaine des communications mobiles, apporte ce temps de latence très faible. Donc c'est à la fois, je dirais, un service garanti, le fait qu'on est sûr que ce soit inférieur à une telle limite, c'est une fiabilité garantie, et puis aussi, dans certains secteurs,
il y a la nécessité d'être conforme à une norme et donc ce service permettra d'y répondre. Donc ça paraît, je dirais, très orienté, mais en tout cas, c'est un service qui apportera une réponse particulièrement adaptée pour ce type, pour les applications dont on a parlé. Alors, toujours aux États-Unis, bien sûr, et chez les géants de la tech, on regarde maintenant du côté d'Intel qui va ouvrir son portefeuille et qui va bien l'ouvrir, si j'ai bien compris. Alors, qui va bien l'ouvrir, et donc on avait mentionné l'arrivée de Pat Gelsinger il y a quelques semaines à la tête d'Intel. Donc, il était patron de VMware, il était patron, je dirais, c'était assez emblématique hein, de VMware. Il avait porté la voie et la stratégie de VMware depuis de longues années. Mais finalement, son retour chez Intel n'était pas je ne sais pas si c'était une surprise, mais en tout cas, pour lui, c'était pas une surprise dans la mesure où il y avait travaillé une trentaine d'années avec les fondateurs, donc Bob Noyce par exemple, Gordon Moore. Donc, il connaît particulièrement bien la maison, si je puis dire. Et donc, cet atout lui a permis de revenir chez Intel et de décider d'un plan d'investissement massif et quand on dit un plan d'investissement massif, je pense que c'est pas trop exagéré, puisque en gros, il décide de mettre 20 milliards sur la table. Il met 20 milliards sur la table pour faire quoi? Pour faire en sorte que Intel, dont on a parlé ces derniers temps en présentant, je dirais, quelques déboires, qui reste quand même le champion hein, dans le domaine des composants, et donc pour essayer de répondre aux défis qui sont posés à l'entreprise depuis un certain temps. Donc il met 20 milliards sur la table, en particulier pour créer 2 fonderies dans la zone de Phoenix en Arizona, donc pour agrandir une usine existante. Et on sait que les fonderies de composants sont aujourd'hui des entreprises qui se mesurent à plusieurs milliards. Donc ça permettra de renforcer la capacité de production. On avait parlé à un moment on se demandait si Intel n'allait pas prendre un peu le modèle d'ARM, où en gros il y aurait une dissociation entre la conception et puis la fabrication, conception-développement d'un côté, fabrication de l'autre. Et là, en fait, non, c'est la réaffirmation que Intel veut bien maîtriser la chaîne de production de bout en bout. Donc il y a ça, il a rappelé aussi qu'ils allaient remettre ce qu'il fallait pour être au, prêt pour les 7 nanomètres, hein, puisque Intel est encore en train de fabriquer des processeurs 14 nanomètres. Donc, je dirais qu'il y a des concurrents qui sont allés un peu au-delà. Donc, c'est vraiment la réaffirmation d'une stratégie. Alors, ces 2 usines dont on vient de parler, on peut se dire il a été très très rapide, mais il faut quand même comprendre que ça met du temps à être mis sur place, et donc elle sera opérationnelle en 2024. Et bon, évidemment, c'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème de l'emploi aux États-Unis. Enfin, je sais pas si c'est un problème à résoudre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça représente à peu près 3000 salariés. Donc, vous voyez que c'est un investissement extrêmement lourd en équipement, mais qui fait assez peu appel à de la main d'œuvre. Donc, vraiment une accélération et une nouvelle stratégie qui est présentée par Pat Gelsinger et qui peut redonner un second souffle à Intel. Alors, on a bien sûr beaucoup parlé avec vous des géants de la tech, Google, Microsoft, effectivement, Intel plus récemment. Je vous propose maintenant d'évoquer un moyen de communication, un moyen d'échange qu'on utilise depuis maintenant très longtemps, dont on a à de très nombreuses occasions prédit la disparition. Eh bien, c'est l'email, et en fait, l'email semble plutôt bien résister, en fait. Alors, je dirais qu'effectivement, le nombre d'objets informatiques dont on a prévu la disparition est assez important. On pourrait parler des mainframes, on pourrait parler du COBOL. Bon, et la liste serait assez longue. Là, effectivement, l'email, on en parle, ça fait 50 ans. On a parlé beaucoup de l'anniversaire de 50 ans pour tout un tas à la fois des produits, des offres ou des institutions, hein, le SIGREF par exemple.
Donc ça veut dire que je dirais que l'informatique, les premiers pas de l'informatique, c'est effectivement à peu près un demi-siècle. Et donc là, comme vous le disiez, l'email est devenu un outil de tous les jours dont on a prédit la disparition. Il y a des entreprises qui avaient lancé une politique assez volontariste pour le faire disparaître. Parce qu'évidemment, il y a les dangers de l'email. Hein. En gros, c'est tellement facile d'envoyer un email que on peut en envoyer un avec copie à 50 personnes pour offrir le parapluie, et puis on répond à ces 50 personnes, donc ça n'en finit plus. Donc il faut quand même une certaine maîtrise pour tout ça. Mais donc, si on en vient à l'histoire, donc c'est un dénommé Ray Tomlinson, qui était au départ employé par la BBN, donc une vieille entreprise technologique, qui avait été un diplômé du MIT et qui avait travaillé au début sur les premiers pas de l'ARPANET, et qui donc a été le premier à envoyer un mail. Donc le contenu de ce mail, c'était évidemment en français, ça aurait pu être essai, et là c'était QWERTY IOP, donc évidemment c'est le clavier anglais, ça c'était le contenu du mail, mais le plus important c'était de montrer la capacité d'envoyer un mail. Et à ses tout débuts, c'était en gros, c'est lui qui a défini le premier, l'adresse qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc c'est le nom de la personne le nom du serveur, parce qu'à l'époque c'était en gros 1000 personnes qui étaient reliées via ARPANET à quelques serveurs. Et donc ça a permis de démarrer ce moyen de communication asynchrone. Donc en mode différé, comme on dit. Et donc, pour en arriver 50 ans plus tard à ce qu'il est aujourd'hui, donc on compte près de 6 millions de boîtes mail dans le monde. Alors, 4 milliards, j'ai dit 6 millions, c'est 6 milliards évidemment, 4 milliards d'utilisateurs, qui envoient en moyenne 300 milliards de mails par jour. Donc vous voyez qu'on est dans des volumétries absolument phénoménales. Et donc le numéro un de la messagerie électronique, enfin en tout cas si on prend les adresses mail, c'est Google avec Gmail qui est de très très loin devant, près de 2 milliards de boîtes ouvertes. Devant Microsoft, et puis Yahoo. Yahoo, ça existe encore, mais bon, c'est en train de disparaître petit à petit, parce que finalement, c'est vrai que quand on ouvre une adresse mail, on la garde assez longtemps. Il y a une stabilité, c'est un peu comme un numéro de téléphone mobile, c'est un peu difficile d'en changer. Donc voilà où on en est arrivé aujourd'hui, et donc l'email est devenu, malgré les communications unifiées, malgré les plateformes de collaboration, malgré tous les autres outils qui existent, l'email perdure encore aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui structure notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Et je conclurai sur un dernier élément qui est assez significatif, c'est que on parle toujours de dématérialisation, donc on pense que bon, tout ça, ça part dans l'air, si je puis dire, dans l'espace, et il faut bien comprendre que derrière, pour faire fonctionner tout ça, il faut des serveurs. Et si on prend le cas, et donc là c'est la petite note environnementale, si on prend le cas d'une entreprise de 100 personnes qui envoie le nombre moyen de mails qu'envoie un Français, ça représente l'équivalent, donc l'envoi et la réception d'emails par cette entreprise représente en gros, en termes de dégagement de CO2, l'équivalent de 16 avions qui feraient l'aller-retour Paris-New York. Donc vous voyez que malgré tout, envoyer un email, il faut y faire attention, il faut réfléchir un peu à deux fois, parce que c'est quand même ça a un impact environnemental qui est non négligeable. Guy, après avoir parlé de ce qui s'est passé au courant de cette semaine, je vous propose de regarder un tout petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, notamment du côté de Daddy for Business, puisque se tiendra le DSIN. Alors c'est le 22e DSIN de l'année, donc ça commence à devenir une assez longue tradition. Ça se tiendra mardi soir prochain, donc ce sera évidemment, au départ il y avait l'idée de le faire à la fois en présentiel et en virtuel, et bon, évidemment, étant donné les conditions, il a été décidé de faire tout en virtuel. Malgré tout, il y aura la remise des prix avec les récipiendaires qui seront bien présents. Attends, Guy, on reprend. Pardon, Guy. Ce ne sera pas le soir, c'est un déjeuner en fait. Pardon. Cette année, c'est un déjeuner.
Bon. Vous voulez Vincent, qu'est-ce qu'on fait? On refait juste cette séquence? D'accord, je repose la question, Guy, et on repart. Et c'est juste, voilà, ce sera un déjeuner cette fois-ci et pas un dîner. Pour la remise des prix? Ouais. D'accord, ok. Attends, j'ai dit quoi, Vincent? Non, tu étais du genre, on vient de parler de ça, parlons un petit peu du futur. On vient de parler de la semaine qui vient de se passer. Oui. D'accord, oui, oui, effectivement, je redis comme ça. D'accord. Ok. C'est parti? Ok. Alors Guy, on vient de parler de ce qui s'est passé au courant de cette semaine écoulée. Parlons maintenant du futur et des événements qui vont arriver dans ces prochains jours. Et regardons notamment du côté d'IT for Business qui va tenir son 22e DSI de l'année. Donc 22e DSI N, puisque maintenant il y a le N pour numérique, donc c'est une longue tradition. Donc ça se tiendra mardi prochain, 30 mars. Au départ, il était envisagé de le faire en mode hybride, à la fois en présentiel et en virtuel. Et puis donc il sera en virtuel intégralement, avec malgré tout une remise des prix avec des vraies personnes, donc des DSI à l'occasion d'un déjeuner. Donc tout le monde peut participer, assister à cet événement, c'est encore tout à fait possible. Et donc on rappelle qu'il y a des DSI par thème. Il y a 6 catégories, je crois. Et puis, bien sûr, il y a le Grand Prix du DSI de l'année. Donc, c'est celui-là qui est le plus prestigieux et le plus convoité. Donc, j'engage, je dirais, nos lecteurs à connecter pour assister à cet événement annuel. Je crois que le site, c'est dsidelané.fr. Sans accent bien sûr, et donc on peut y assister sans aucun problème. Donc ça donnera un petit peu la tonalité, les évolutions qui se font jour dans les entreprises aujourd'hui, et après une année qui a été quand même très très particulière. Et je pense que ça donnera un éclirage assez différent par rapport aux années précédentes, à la fois par la forme, mais aussi par le contenu. Guy, terminons notre revue par la traditionnelle rubrique coup de gueule, coup de cœur. Bon, là, c'est plutôt un coup de chapeau finalement, puisque Gartner, le cabinet Gartner, bien connu, a salué 2 leaders technologiques français. Oui, donc c'est un coup de chapeau, un petit cocorico, on va dire aussi. Le Gartner a fait un cadran magique, donc son analyse assez classique, sur les services managés du digital workplace. Et donc en Europe, il y a deux fournisseurs sur 6 qui sont français, donc c'est Atos et Capgemini. Donc bon, c'est un petit cocorico qu'on voulait faire, sachant que les 4 autres, donc parmi les 4 autres, il y a 3 Indiens et un Japonais. Donc je pense que c'était intéressant à mentionner. Ça veut dire que finalement en Europe, heureusement qu'il y a ces 2 entreprises françaises, sinon il y aura pas d'Européens. Donc bravo à Atos et à Capgemini. Nous arrivons à la fin de notre revue hebdomadaire. Merci Guy d'avoir été avec nous. Quant à moi, je vous remercie également de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'InfoNews Hebdo. Au revoir.